Bonsoir à vous tous, Monsieur le Président et chers membres de la FTE. Merci de votre accueil. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter un très heureux anniversaire. Je crois que vous l'avez bien mérité. Vous avez rappelé le soutien de la Banque de France et de mes prédécesseurs au long de ces 40 ans. Mais en vous écoutant sur l'appréciation intermédiaire de Jean-Claude Trichet au milieu de ces 40 ans, au bout de 20 ans, je crois que vous avez été digne de la perspective qui était alors tracée. Vous montrez chaque jour, dans votre métier, que vous êtes à l'intersection de la finance et de l'économie et que la première est bien au service de la seconde. Je voulais saluer non seulement votre rôle, mais je voulais saluer aussi le titre de votre événement, 40 ans de volatilité, 40 ans d'innovation. J'imagine que ce titre a été choisi il y a quelque temps, mais je voulais quand même en saluer l'actualité extrême au milieu des innovations géopolitiques et de la volatilité financière que nous avons vécue ces derniers jours. Mon propos n'est évidemment pas, ce serait beaucoup trop tôt, d'évaluer et de commenter les conséquences économiques de l'élection de Donald Trump. Je relève juste que dans une année qui n'en manquait pas, elle accroît l'incertitude, au moins à court terme. Et donc mon propos ce soir est d'essayer de donner quelques repères sur la situation économique où nous nous trouvons en Europe, vue de la Banque de France et vue de l'eurosystème. Je le ferai, si vous voulez bien, avec quelques slides et ensuite peut-être quelques questions de votre part. Alors j'annonce 3 parties, mais en fait je n'en traiterai que 2, parce que la troisième sur l'impératif d'un relais par les réformes en France et en Europe, considérez-le comme une forme de teasing ou d'appel à l'amplification des réformes, en particulier dans notre pays. Mais on y reviendra peut-être à propos de vos questions. Je vais me concentrer sur les 2 premières parties. Et d'abord, le paysage aujourd'hui de l'économie mondiale et européenne, caractérisé incontestablement par une faible croissance et une faible inflation. Ça n'est pas qu'une caractéristique européenne. Et je crois que le meilleur résumé en est ce graphique issu des chiffres du FMI, le dernier WIO du mois d'octobre. Vous voyez, quand on regarde la courbe de la croissance mondiale, que ce qui est frappant, c'est que même s'il y a eu une reprise sensible, évidemment, après le creux de 2009, on n'a pas retrouvé le rythme de croissance de l'avant-crise. Et au fond, quand je dois le résumer, tout se passe comme si l'économie mondiale avait ralenti d'un gros tiers par rapport au rythme de croissance que nous connaissions antérieurement. Et ce gros tiers s'applique à peu près automatiquement aux pays émergents, c'est la courbe rouge, et aux économies avancées. Le freinage se produit dans les 2 catégories d'économies, même si, bien sûr, la croissance des économies émergentes reste beaucoup plus forte. Au passage, moyenne des économies avancées à 1,6, prévision de la zone euro, nous y reviendrons, à 1,7. Vous voyez que la situation de l'Europe n'est pas si différente de celle de la moyenne des économies avancées. Alors, si je viens maintenant sur l'Europe, je crois que ce slide résume bien la situation des principales économies de la zone euro. L'indice 100 est au premier trimestre 2008, donc au moment de la crise financière. La moyenne de la zone euro est en noir. Vous voyez que depuis 2015, nous avons effacé l'effet de la crise, mais ceci a pris du temps, et qu'il y a surtout une différence assez importante entre les 4 grandes économies européennes. L'Allemagne plonge plus en 2009 en rouge, mais rebondit davantage ensuite. La France, comme souvent, amortit les chocs, mais reprend de façon beaucoup plus progressive. Et évidemment, la situation des 2 économies du Sud est marquée par une double plongée, celle de 2009 et puis celle de la crise spécifique du Sud de l'Europe à partir de 2012. Grande différence depuis entre l'Espagne qui, compte tenu de ses réformes, rebondit fortement et connaît aujourd'hui, nous le savons, une croissance supérieure à 3%, et l'Italie qui, au contraire, connaît la croissance la plus faible des grands pays avancés. Alors, qu'est-ce que ceci donne sur le plan de l'inflation? C'est évidemment au cœur de notre mandat de banque centrale. Vous savez que notre mandat est la stabilité des prix et que la définition qui en est donnée, mais je parle à des spécialistes, est une cible à moyen terme d'inflation proche de, mais inférieure à 2%. C'est la cible de la BCE depuis 2003.
C'est la cible des principales banques des pays avancés, la Banque d'Angleterre depuis 2003, la Federal Reserve américaine depuis 2012, la Banque centrale du Japon depuis 2013. Ce que Jean-Claude Trichet, déjà cité, appelle parfois une forme de convergence intellectuelle qui s'est produite entre toutes les banques centrales. Ceci est tout à fait évident entre nous, ceci l'est peu une fois sorti de cette salle. Et j'appelle votre attention là-dessus. La traduction que nous donnons de notre mandat de stabilité des prix par une inflation faiblement positive, c'est-à-dire proche d'eux mais inférieure à 2%, est un élément aujourd'hui qui, notamment en Allemagne, suscite un fort débat. Pourquoi ce 2%? Je crois qu'il y a à ça d'excellentes raisons microéconomiques. Une inflation faiblement positive permet mieux l'ajustement des prix et des salaires, des prix relatifs. Et sur le plan macroéconomique, nous le savons, c'est une zone de protection contre le danger mortel de la déflation. Mais je crois qu'il est très important d'expliquer que notre mandat, c'est bien ces 2%, et que dès lors que nous n'y sommes pas, il y a obligation d'agir. Pour le dire autrement, la politique monétaire actuelle de la BCE, ça n'est pas une fantaisie isolée de l'Europe, ça n'est pas une fantaisie récente tenant à tel changement de personne, c'est un ancrage dans notre mandat depuis longtemps et à l'image de ce qui se passe dans les autres banques centrales. Alors, la situation dans les premières années de l'euro jusqu'en 2011, et vous le voyez avec le trait bleu qui récapitule la moyenne de l'indice d'inflation, a été remarquablement en adéquation avec ce mandat, puisqu'on a une moyenne d'inflation sur la période qui est, je crois, à 1,99, mais 2%. Depuis, nous avons décroché par rapport à cette cible d'inflation, et je voyais tout à l'heure dans le petit film, avec un zeste probablement de nostalgie que nous avons sans doute partagé, Raymond Barre qui en 1976 disait « La lutte contre l'inflation est la priorité du gouvernement ». Nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu différente. C'est le combat de la Banque centrale et c'est le combat vers sa cible. Pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse? Évidemment, le principal effet, c'est la baisse des prix de l'énergie. Mais nous regardons aussi l'inflation sous-jacente, hors énergie et matières premières, la courbe rouge, et vous voyez que là aussi, on a un décrochage sur ces dernières années, d'où la politique monétaire active que nous menons, encore une fois, en conformité totale avec notre cible d'inflation. Alors, un petit mot sur la France. Je vous ai mis là un rappel de... Nous faisons des prévisions 2 fois par an, en toute indépendance, au mois de juin et au mois de décembre. Et au mois de juin, nous avions une prévision de croissance du PIB de 1,4% et une inflation qui était en moyenne de 0,2% sur 2016. Les éléments intervenus depuis jouent plutôt négativement, c'est-à-dire la demande extérieure adressée à la France plus faible que prévu, quelques surprises négatives sur les consommations des ménages et, nous l'avons vu, un excellent premier trimestre, mais ensuite un T2 et à moindre titre un T3 un peu décevant. Du côté de l'inflation, il y a un redressement très progressif de l'inflation. Nous en sommes à 0,5% en indice harmonisé au sein de la zone euro. L'inflation cœur, elle, reste relativement faible. Je ne dirai pas plus sur les chiffres français pour une raison très simple, c'est que nous devons publier de nouvelles prévisions pour 2016-2019 le 9 décembre et que nous sommes en train de travailler dessus. À travers tout ça, il y a quand même une certitude et qui est une certitude qui doit nous mobiliser. J'ai dit tout à l'heure 1,7 de croissance moyenne pour la zone euro, 1,4 ou un peu moins pour la France. Nous sommes en dessous de la moyenne de la zone euro et ceci situe à tout le moins le potentiel de rattrapage ou la nécessité d'amplification des réformes en France. Puisque nous sommes avec des hommes et des femmes d'entreprise, je voudrais un tout petit peu insister sur 2 réalités qui font le lien avec la microéconomie. Certains d'entre vous se souviennent du discours de Ben Bernanke, resté assez fameux en 2005, sur l'excédent d'épargne dans le monde, le savings glut, largement attribué au taux d'épargne élevé dans les pays émergents. La situation que nous avons aujourd'hui, 11 ans plus tard,
et toujours une situation d'excédent d'épargne sur l'investissement, mais qui tient assez largement à l'autre terme du solde, c'est-à-dire à la baisse sensible de l'investissement, ce qu'on pourrait appeler l'investment crunch, depuis la crise de 2007 dans les économies avancées. Vous voyez la zone euro toujours en noir. Vous voyez que le taux a remonté, par contre, on a observé la même baisse aux États-Unis, hein, c'est la courbe bleue qui est en bas, mais que la remontée est plus sensible sur la période récente, et aucune de ces deux grandes zones économiques n'a retrouvé le taux d'investissement d'avant la crise. Donc nous avons, par rapport à un niveau d'épargne qui est resté à peu près le même dans les économies avancées, un déficit d'investissement par rapport à l'avant-crise. Alors ceci donne le fameux excédent extérieur de l'Europe, qu'on présente souvent par pays, puisque cet excédent d'épargne est très concentré sur le nord de l'Europe, et notamment l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais j'appelle votre attention sur l'illustration qui est là à droite et qui est par agent économique à l'échelle de la zone euro. Vous retrouvez le trait noir, c'est l'excédent extérieur. Et nous nous souvenons tous dans nos cours d'économie que l'excédent extérieur, c'est équivalent à l'excédent de l'épargne sur l'investissement. La présentation par agent économique est tout à fait intéressante, puisque traditionnellement, quand je regarde l'épargne et l'investissement, il y a des agents épargnants nets, ce sont les ménages en jaune, et vous voyez qu'il le reste. Il y a des emprunteurs nets, ce sont les administrations publiques en bleu, et elles le restent, même si elles ont réduit leurs emprunts nets. Et traditionnellement, les entreprises en rouge, les entreprises non financières, sont du côté des emprunteurs nets. Le grand changement qu'on a connu en zone euro depuis la crise, c'est que les entreprises d'emprunteurs nets sont devenues prêteurs nets. Alors là, on est au cœur de votre activité, mais je crois que ceci traduit aussi le fait que vous retrouvez à gauche que la formation brute de capital fixe, l'investissement, progresse moins vite que les bénéfices non distribués des entreprises. À ce déficit d'investissement, il y a bien sûr diverses raisons. Il y a l'incertitude, il y a les perspectives de croissance, mais il peut y avoir aussi des raisons financières dont le niveau restait élevé du coût des fonds propres, du cost of equity. Alors, je voudrais venir dans ce parcours rapide, après avoir vu où nous sommes en termes de situation économique, sur la politique monétaire menée par l'eurosystème, et je m'arrêterai là avant de laisser place à vos questions. Les taux réels, les taux hors inflation, qui traduisent une réalité économique, sont bas dans l'ensemble de l'économie mondiale pour la raison que nous venons de voir, c'est-à-dire l'excédent d'épargne par rapport à l'investissement. Et là, il y a un phénomène de long terme qui va au-delà des politiques monétaires. Je me permets d'appeler votre attention sur ce point. La responsabilité des banques centrales, ce sont les taux nominaux, et effectivement, nous menons une politique de taux nominaux très bas pour rejoindre notre cible d'inflation à 2%. Alors, ce tableau un peu fourni résume les mesures de politique non conventionnelle adoptées par l'eurosystème. Je vous rassure, je ne vais pas le commenter en détail. Je voudrais simplement souligner sur ce qui figure à droite que très souvent dans le débat sur les politiques non conventionnelles, on se focalise sur une des 4 armes, c'est-à-dire les taux négatifs. Les taux négatifs sont une arme utile, mais elles ont leurs limites et elles ne sont pas le seul instrument d'une politique non conventionnelle. Il y en a 3 autres. Il y a la Forward Guidance, que vous voyez apparaître en juillet 2013, qui est une façon, au-delà des décisions instantanées sur les taux courts, en donnant un horizon de temps, d'orienter les taux à moyen et long terme. Il y a le TLTRO, qui est une spécificité de la zone euro, lancée en juillet 2014 et amplifiée, comme vous le savez, dans le TLTRO 2 que nous avons décidé en mars dernier, et qui est une façon très importante à nos yeux de sécuriser le financement de l'économie réelle, des entreprises et des ménages, via ce funding à 4 ans à taux favorable que nous accordons aux banques. Enfin, dernier élément, et celui-ci est bien sûr très connu et reconnu, c'est le fameux QE, le programme d'achat d'actifs privés et publics, pour 60 milliards d'euros initialement sur actifs publics, porté à 80 milliards d'euros en mars dernier, y compris l'élargissement aux obligations d'entreprise, qui, je le note au passage, il y avait un certain nombre de doutes opérationnels, et là aussi c'était une question importante pour vous, cette extension aux obligations d'entreprise se passe de façon
tout à fait excellente sur le plan opérationnel et avec des volumes significatifs. Alors, quel est l'effet de cette politique monétaire? Je crois qu'il y a deux façons de le juger. Il y a là aussi un éclairage du point de vue des entreprises. L'effet sur l'offre et le prix du crédit. Vous voyez à gauche les taux bancaires aux entreprises non financières, et ils ont significativement baissé depuis l'annonce en 2014 de ces mesures non conventionnelles. Je relève au passage que ces taux sont parmi les plus bas en France, qui est une bonne nouvelle pour le financement de notre économie et de nos entreprises. Et puis à droite, les volumes, c'est le taux de croissance annuel des crédits au SNF. Bon, le graphique est un peu fourni, mais c'est le même code couleur. Vous retrouvez la zone euro en noir, la France en bleu, l'Allemagne en rouge, l'Italie en vert et l'Espagne en jaune. Partout, vous voyez qu'il y a un point d'inflexion très sensible en 2014, correspondant à l'annonce de cette politique monétaire. Et je relève que nous sommes aujourd'hui à une croissance moyenne des crédits aux entreprises de 1,4% dans la zone euro, mais que le taux en France, là aussi c'est une bonne nouvelle pour notre économie, est significativement plus élevé à 5,1%. Ça, c'est l'éclairage du point de vue des entreprises. Je voudrais terminer par un éclairage plus macroéconomique, qui est qu'il y a eu des travaux économétriques tout à fait précis pour chiffrer l'effet spécifique des mesures de politique monétaire sur l'inflation et sur la croissance. Et je crois que ces chiffrages sont tout à fait importants parce que la question est souvent posée dans le grand public, et après tout elle est légitime, de dire mais votre cible d'inflation est 2%, on est toujours à 0,5, donc permettez-moi de le dire trivialement, ça veut dire que la politique monétaire n'est pas efficace. Je crois que ce n'est pas comme ça. Évidemment qu'il faut mesurer les choses. Il faut mesurer par rapport à ce que les économistes appellent parfois le contrefactuel, c'est-à-dire mesurer le différentiel d'inflation et de croissance par rapport à une situation où les mesures de politique monétaire n'auraient pas existé. Quitte à vous surprendre, ces chiffrages sont aujourd'hui très avancés sur le plan méthodologique et consensuels au sein de l'eurosystème, de la part des différentes banques centrales nationales, y compris de la Bundesbank. Et ils se situent en moyenne autour de 0,5% d'effet par an sur la période 2016-2018, aussi bien sur l'inflation, que vous voyez à gauche, que sur la croissance. À chaque fois, le graphique est assez simple. Le trait du haut, c'est la prévision ou la réalisation pour 2016. Le trait du bas, c'est l'estimation de ce qu'aurait été l'inflation ou la croissance en l'absence des mesures de politique monétaire qui correspond à la zone rose. Donc c'est une efficacité tout à fait sensible, et dans la prévision d'inflation telle que nous la faisons, vous le voyez en haut à droite, nous sommes aujourd'hui pour l'ensemble de la zone euro à un glissement de 0,5%, ce qui est encore relativement loin de la cible, mais ce qui est une augmentation par rapport à la période précédente. Nous devrions, de façon très probable, dépasser le 1% d'inflation au premier semestre 2017, et la prévision de l'eurosystème est aujourd'hui une inflation de 1,6% en 2018. Et donc, si je dois résumer, la politique monétaire de l'eurosystème est active et elle est efficace. Elle a déjà procuré une liquidité considérable à l'économie européenne. Vous pouvez, en tant que trésorier d'entreprise, en témoigner. Nous sommes aujourd'hui en progrès vers notre cible d'inflation, mais nous devons bien sûr rester attentifs aux évolutions économiques et financières. Nous confirmons bien sûr l'achat de 80 milliards d'euros par mois de titres publics et privés jusqu'à mars 2017, et nous déciderons à partir de nos prévisions du mois prochain, à partir de nos prévisions de décembre, de la bonne adaptation de nos instruments après mars. Je voudrais ajouter une phrase à propos de la politique monétaire, et c'est celle par laquelle je conclurai. Il y a un point que nous rappelons à chacune de nos réunions du Conseil des gouverneurs, et c'est un point qui fait consensus entre nous tous.
la politique monétaire est active, elle est efficace, mais elle ne peut pas être le seul instrument de politique économique. Vous connaissez cette célèbre phrase anglaise, « Monetary policy cannot be the only game in town ». Nous devons relayer, compléter la politique monétaire par d'autres instruments de politique économique. Ce sont les réformes dans plusieurs pays, dont le nôtre, l'amplification des réformes, parce qu'il y a eu des réformes en France et en Italie, mais l'amplification des réformes, c'est vrai aussi à l'échelle européenne, où nous devons faire un certain nombre de réformes pour compléter l'union monétaire par l'union économique. C'est le soutien budgétaire dans d'autres pays où il y a une marge de manœuvre budgétaire, et je ne pense pas en priorité à notre pays. Ceci correspond à la dernière partie que j'évoquais tout à l'heure, un relais nécessaire par les réformes en France et en Europe. Voilà, je crois que ça va faire partie du débat qui s'ouvre dans notre pays, mais ce consensus économique est évidemment essentiel. Il y a le débat sur la politique monétaire et il y a le complément indispensable de la politique monétaire à l'échelle européenne. Merci de votre attention et je répondrai volontiers à une ou deux questions s'il y en a dans la salle.